Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à ce webinaire de l'UGAP sur le thème de l'agilité pour accompagner la transformation des services publics. Nous sommes ici aujourd'hui dans ces magnifiques locaux de OnePoint à Paris. Je suis très bien entourée, avec moi des experts, un témoignage client. Nous sommes là pour vous faire comprendre, vous faire apprécier les bénéfices de l'agilité pour l'ensemble des services publics. Et je vais commencer par faire un petit tour de cette table ronde avec les personnes présentes autour de moi. Donc, je me tourne vers la droite et j'ai Eric Sikorski. Eric qui est le représentant de l'UGAP aujourd'hui. Bonjour Alice, bonjour à toutes et à tous. Donc Eric est chargé d'affaires à l'UGAP en charge des prestations intellectuelles informatiques. Absolument. À ses côtés, un autre Eric, Eric Tiquet du ministère de l'Intérieur. Eric est en charge de l'innovation et de la transformation. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci au ministère de l'Intérieur d'être avec nous aujourd'hui via ton témoignage. À mes côtés, juste sur ma droite, se trouve Martha Tongsavarn. Martha qui est chez Capgemini, coach agile et une experte en la matière. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous. Merci beaucoup. Je vais maintenant me retourner sur la gauche. À mes côtés se trouve Olivier Janot de la société Atos. Et Olivier est également coach agile. Bonjour Alice et bonjour à tous et à toutes. À côté d'Olivier se trouve Martin Rigauvin. Martin qui est coach agile également chez OnePoint. Bonjour à tous, bonjour Alice. Et juste à côté de Martin se trouve le représentant de la société Open, qui est Pierre Carvalho, également coach agile. Merci Alice, bonjour à tous. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, je suis extrêmement bien entourée d'experts qui sont là aujourd'hui pour partager à la fois leur retour d'expérience, leur expertise, leurs analyses. Et nous allons voir pendant 1 heure différents angles pour vous aider à mieux comprendre l'agilité au service du service public. Et nous allons tout d'abord donner la parole. En premier lieu, on va commencer par l'UGAP. Et je me tourne vers toi, Eric. Peux-tu nous dire, pour les personnes qui ne sont pas ou les auditeurs qui ne connaissent pas encore tout à fait l'UGAP, qui est l'UGAP et en quoi son rôle est favorable auprès du secteur public et parapublic? Avec plaisir Alice, bien sûr. Alors, quel est le rôle de l'UGAP? C'est d'abord de faciliter l'accès à la commande publique. L'objectif de l'UGAP, c'est d'être une centrale d'achat publique, généraliste, 100% dédiée, pardonnez-moi, 100% dédiée à la commande publique, avec un accélérateur qui est lié à la dispense de passage par une procédure d'appel d'offres. Dans ce sens, nous avons des marchés qui sont des marchés sur mesure, prêts à l'emploi, dont nous faisons bénéficier tous nos clients, tous nos bénéficiaires de la sphère publique. Et ces bénéficiaires sont les grands ministères, les opérateurs d'État, les établissements hospitaliers de la sphère santé sociale ou encore bien évidemment les collectivités territoriales. Bref, l'ensemble de la sphère publique. L'ensemble des acteurs de la sphère publique, merci. Et passer par l'UGAP procure 3 avantages essentiels. Peux-tu nous dire lesquels, s'il te plaît? Bien sûr. Alors d'abord, nous sommes sur des marchés qui sont sécurisés, qui respectent le code des marchés publics. Nous avons passé ces appels d'offres et donc nous avons rempli les obligations liées à la réglementation des marchés publics. Nous avons massifié nos besoins, du moins les besoins de nos bénéficiaires. Nous avons également mis en place des procédures qui sont automatisées et qui permettent de faire bénéficier à nos clients, bien évidemment, des prix les plus justes. Et puis, par ailleurs, nous sommes sur ces marchés exécutés. Donc, ces marchés, nous les pilotons. Nous avons des suivis réguliers avec nos fournisseurs. Nous avons des suivis réguliers avec les fournisseurs en tant que tels. Et bien évidemment, nous avons une équipe de chargés d'affaires spécialisés dans les prestations intellectuelles informatiques, équipe dont je fais partie typiquement, qui accompagne les bénéficiaires depuis l'expression de besoin jusqu'au démarrage des prestations, puis dans l'exécution des prestations,
pour les accompagner, piloter les projets et être sûr du bon déroulement de ces mêmes projets. Donc cet accompagnement, est-ce qu'il s'applique aussi à l'IT et plus spécialement au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir l'agilité? Alors très concrètement, oui. L'UGAP propose des prestations intellectuelles informatiques depuis plus de 10 ans maintenant. Nos marchés sont des marchés sur mesure et typiquement lorsqu'on parle de marché d'AMOA, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, ou de marché d'assistance à maîtrise d'œuvre, donc AMOE, nous accompagnons encore une fois ces bénéficiaires et ces projets, et typiquement nous mettons à disposition de nos bénéficiaires des unités d'œuvre dédiées à l'agilité qui vont permettre d'accélérer la transformation numérique, la transformation digitale de nos bénéficiaires. Merci beaucoup, Eric. Avec plaisir. Mais je t'en prie. Donc maintenant que nous savons un petit peu plus qui est l'UGAP, en tout cas que nous avons une idée très précise, tout simplement des acteurs et de ce que tu disais, ces équipes dédiées. Eh bien, ces équipes dédiées, nous avons aujourd'hui avec nous la chance et l'honneur d'avoir Eric Tiquet du ministère de l'Intérieur. Eric, en charge de l'innovation notamment, qui va nous faire part, Eric, de ton retour d'expérience sur un accompagnement UGAP au sein du ministère. Alors, première question, pour quel projet as-tu fait appel à l'UGAP ? Alors, bonjour à tous, encore une fois, merci Alice pour cette question. En fait, on utilise assez couramment l'UGAP, donc je n'en prendrai qu'un seul exemple qui pourrait parler à tous, qui est un projet qu'on a nommé la bibliothèque numérique. La bibliothèque numérique, c'est quoi ? En fait, c'est un compagnon d'un autre outil interministériel qui s'appelle Démarche simplifiée, qui est un outil qui nous permet de faire de la dématérialisation vraiment à grande échelle. Au ministère de l'Intérieur, on l'utilise abondamment. Et on avait une problématique à répondre qui était, une fois que les démarches ont été traitées, on n'a pas la capacité directement dans l'outil de pouvoir les archiver. Et donc, on a souhaité construire un compagnon de démarche simplifiée pour justement pouvoir récupérer les dossiers encore un peu actifs, pouvoir les sortir de la plateforme et puis de faire d'autres types de traitements. Donc, c'est au profit de ce projet que nous avons fait appel à l'UGAP parce que nous avons fait le choix de l'agilité pour ce projet. Et donc, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc, nous sommes en méthodologie SAFe pour réaliser ce projet. Voilà, donc ça devrait parler aux agilistes. Merci. Et qui dit projet inscrit dans une durée, dans une temporalité, dit obstacle à surmonter. Peux-tu nous faire part de certains de ces obstacles qui ont été surmontés par tes équipes ? Alors, excellente question. C'est un sujet pour un ministère comme le nôtre qui est très attaché au droit, qui est très, je dirais, très régalien, avec une distance hiérarchique importante. Quelque part, aller dans l'incertitude n'est pas forcément naturel. On aime bien tout prévoir à l'avance, donc on aime bien faire un texte de loi. Quand on part sur un projet où finalement le produit, on va parler un peu de produit, donc le produit numérique et la solution qu'elle va apporter à la fois au métier, elle n'est pas encore définie, pas complètement définie. À ce moment-là, on se retrouve en face d'un dilemme, c'est comment fait-on pour réaliser un objet dont on n'est pas capable de faire la conception à 100% depuis le début. Donc l'agilité nous offre un cadre, une méthodologie qui nous permet d'aller par petits pas vers cette cible. Et surtout, le point le plus important, c'est que ça permet de mettre les conditions de la confiance avec les usagers qui vont être ceux qui vont utiliser le produit, et par des démonstrations régulières, de pouvoir réajuster finalement la cible, tout en gardant bien l'objectif final. Celui-là, généralement, il est à peu près bien défini, mais disons que quelque part, petit à petit, l'équipe entière, donc nous on va appeler l'équipe intégrée, va être capable d'apprendre au fur et à mesure de la réalisation et de pouvoir corriger le tir en disant, voilà, dans la capacité qui nous est disponible, voilà la valeur maximale que l'on est capable de livrer au prochain incrément, parce qu'on a des objectifs temporels ou on a des contraintes autres, etc. Voilà. Pour les équipes métiers, en quoi est-ce que cette approche agile a-t-elle été innovante ? Alors surprenante, surtout, je dirais, c'est presque le premier mot, parce que dans un ministère régalien comme le nôtre, on aime bien tout écrire, je le disais, et donc il a fallu un peu mettre en place les conditions de la confiance, il a fallu un peu lâcher prise de temps en temps, faire confiance à l'équipe, et surtout casser cette relation qui est des fois bien institutionnalisée MOE, MOA, pour en faire une équipe intégrée. Donc ça déstabilise un tout petit peu les équipes. Et puis, avec le temps, la confiance et puis beaucoup d'empathie, les équipes produits, en fait, le product owner, lui, il est là pour justement faire que
que ça soit fluide et que ça roule. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas toujours des petites anicroches, c'est un vrai projet, hein, comme toujours, mais en tout cas, les conditions de la confiance nous permettent de passer très largement au-delà de ces petites contraintes de projet habituelles qu'il faut surmonter. Qui sont les contraintes, qui sont des contraintes de projet, quels qu'ils soient, et voilà, et qui sont surmontées au fur et à mesure. Est-ce que tu peux nous parler, a priori, des outils que vous avez utilisés justement pour mettre en marche cette démarche au sein du ministère, pour fédérer vos équipes autour de ce projet agile? Alors, le point le plus important, c'est l'humain. Hein, je dirais, c'est pour ceux qui souhaitent mettre en œuvre ou qui découvrent la méthode agile, c'est vraiment de se baser sur l'humain et de créer les conditions de la confiance et donc de faire beaucoup d'empathie. En fait, il faut vraiment aller vivre avec vos usagers. Il faut que vous preniez vos décisions basées sur des faits que vous pouvez observer. Et donc, il y a un énorme travail d'empathie. Donc, pour les plus techniciens, on aura peut-être des personnes qui nous vulgariseront ce que je vais dire, mais nous faisons ce qu'on appelle du design thinking, hein, du lean design thinking. C'est-à-dire qu'on part d'une hypothèse, on vérifie cette hypothèse, on va incrémentalement vérifier qu'elle répond aux besoins, et puis de pouvoir... voilà. Petites interférences, et donc de pouvoir, vraiment, c'est vraiment basé sur la confiance, sur ces éléments. Le mot-clé ici, le mot design thinking, tu tenais particulièrement à le mettre en avant aujourd'hui. Oui, alors tout à fait, parce qu'au sein de l'État, donc nous avons la direction interministérielle du numérique que vous connaissez, qui prône ce type d'approche, et en particulier dans les équipes de BetaGouv, le nom peut-être que vous connaissez, c'est la notion de start-up d'État, qui s'appuie très 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 largement sur ces principes écoute, empathie de l'usager. Merci. Et est-ce que, pour compléter ce retour d'expérience que tu as la gentillesse de partager avec nous aujourd'hui, tu peux nous dire qu'est-ce que cela vous a apporté de passer par l'UGAP, d'une part, et puis d'un partenaire de l'UGAP aussi, en l'occurrence? Alors Eric l'a très bien dit tout à l'heure, c'est la co-construction. En fait, on ne peut pas faire d'agilité s'il n'y a pas de co-construction. Donc au moment de la conception, on va se poser des questions importantes, hein, comme c'est quoi la finalité de l'objet? On reste dans un cadre de marché public, donc il y a bien quelque chose qui va être opposable et mesurable à la fin. On va faire une recette, on va faire un PV de service, mais si on ne peut pas co-construire avec l'équipe qui va réaliser, parce qu'on va aussi, quelque part, il va y avoir une sensibilité avec l'équipe qui va réaliser, et donc si on ne peut pas co-construire, en fait, on pourrait passer à côté justement de tous ces fondamentaux que je viens de vous expliquer. Donc, en tout cas, merci à l'UGAP d'avoir mis ce cadre à disposition parce qu'il nous permet dans la co-construction, puis nous sommes très bien accompagnés pour le choix du prestataire, la façon de travailler, etc. Donc, de la co-construction d'un côté, de la souplesse de l'autre. Et puisque ce retour d'expérience est un retour positif que tu nous partages, j'espère et j'ai envie de te tendre un peu la perche. Et l'avenir, donc quels sont, de manière discrète mais un peu officielle, ce que peux-tu nous dire sur des futurs projets, par exemple, puisque c'est un work in process? Alors tout à fait, puis je vais faire un peu de publicité pour ma boutique quand même. Hein. C'est le point que vous devez retenir, c'est que le ministère de l'Intérieur a fait un pari massif d'aller vers ces approches. N'exclurons pas le reste, hein, bien sûr, mais en tout cas d'aller vers un pari massif. Notre ambition, c'est de livrer un produit numérique de qualité en moins de 6 mois. Voilà, donc le premier incrément, hein, on ne va pas faire forcément tous les projets, mais ça c'est un point très important. Et nous ne pouvons réussir qu'à partir du moment où nous déployons donc, ce cadre agile, que nous mettons en place pour les développeurs un cadre DevSecOps, hein, la sécurité est au cœur aujourd'hui de nos préoccupations. Et c'est le moment où je parle un peu de publicité, c'est en fait nous appuyons sur notre cloud qui s'appelle le Cloud Pi, avec une nouvelle offre qui est dédiée à l'agilité qu'on appelait Cloud Pi Native, qui est justement le complément indispensable pour toutes les équipes qui font l'agilité, parce que si vous réalisez beaucoup de fonctionnalités et que vous ne pouvez pas les déployer rapidement, donc avoir un test en production, donc c'est-à-dire avec des usagers qui vont vraiment tester le produit et vous faire un retour, en fait, on n'a pas toute la logique, on n'a pas tout le processus opérant. Donc voilà un peu nos projets. Donc ça se construit par petits pas, et c'est le sens dans lequel on souhaite aller au bénéfice du citoyen et aussi des agents. C'est ce que j'allais dire vraiment. Là, dans ce que tu nous rapportes aujourd'hui, on a entendu des mots-clés, le mot design thinking, la co-construction, la souplesse qui a été apportée par l'UGAP, c'était réel accompagnement. Et puis j'allais dire, voilà, on est dans une phase innovante pour les métiers. C'est un processus en cours et merci de l'avoir partagé avec nous aujourd'hui. Donc, je vais maintenant me tourner vers Martha Tongsavan. Donc, je reprends Martha, qui est notre expert Capgemini Coach Agile.
Et nous allons cette fois-ci avoir une approche anglais de manière un tout petit peu différente. Nous allons parler d'une part des collectivités territoriales, l'agilité pour les collectivités territoriales, et puis dans un deuxième temps, nous allons avoir une approche qui est un enjeu essentiel pour toute la sphère publique, à savoir la RSE. Donc, pour commencer, Martha, parce que nous avons parmi nos auditeurs certaines personnes qui ne sont peut-être pas tous des experts de l'agile, peut-on reprendre, j'allais dire, les basiques? Qu'est-ce que l'agilité? De manière assez courte. Alors, en synthèse, effectivement, l'agilité, c'est une compétence concrète des organisations. C'est la capacité à répondre efficacement et rapidement à un contexte changeant. Et donc, décider d'être agile, c'est vouloir délivrer de la valeur au plus tôt, tout en intégrant effectivement ces environnements complexes, incertains, contraints au niveau des ressources. Et l'agilité est basée sur des principes extrêmement simples. C'est comme Eric l'a indiqué, c'est avant tout favoriser la confiance et les relations humaines. C'est le premier point. Le second point, c'est effectivement avancer à petits pas. On avance avec un pied devant l'autre, de manière à être en capacité d'échanger avec ses utilisateurs pour en tirer des enseignements. Et effectivement, le troisième élément, c'est apprendre de ses erreurs. On va apprendre de ses erreurs pour être en capacité d'ajuster sa trajectoire, de remédier à la situation et de livrer de la valeur à chaque incrément. Et comme Eric vient de le signifier, à chaque incrément, on a la volonté de livrer de la valeur à chaque cycle court de développement. Donc voilà en quelques mots à quoi se résume l'agilité. D'accord. Est-ce que tu peux maintenant, on va faire un focus un peu particulier sur les collectivités territoriales et nous dire quels sont les 4 bénéfices essentiels, parce que nous en avons ciblé 4, pour une collectivité territoriale. Et quand on dit collectivité territoriale, on entend les différents niveaux de collectivité territoriale. Voilà. Peux-tu nous dire 4 bénéfices de passer en mode agile pour une cotère? Absolument. Alors, pour les mairies et collectivités territoriales, le premier bénéfice va être que l'agilité est une solution pour gérer l'incertitude. Aujourd'hui, il est extrêmement difficile de planifier les choses très longtemps à l'avance. On a des difficultés à rédiger ces expressions de besoins métiers et de se projeter dans le temps. Dans les faits, au-delà d'un horizon de 6 mois, il est extrêmement difficile de savoir quel sera précisément le contenu des projets. C'est la raison pour laquelle on va pouvoir s'appuyer sur des méthodes agiles qui vont nous permettre de nous appuyer sur des développements itératifs, à petits pas, où on va effectivement ne faire que ce qui est essentiel, de manière à engager et investir le juste ce qu'il faut de ressources pour, encore une fois, être en capacité de tirer des enseignements et d'adapter sa trajectoire. Donc, dans les faits, effectivement, aujourd'hui, les environnements dans lesquels évoluent les mairies et collectivités territoriales sont véritablement soumis à des variabilités, des fortes variabilités. Et ces variabilités, elles sont d'ordre fonctionnel, technologique, politique, réglementaire, avec un décret d'application qui va tomber, qui va nous obliger de réajuster le tir. Et puis, on va aussi avoir des phénomènes tout à fait exogènes, comme la crise énergétique qui nous tombe dessus. Donc, il faut s'adapter. Et les méthodes agiles, en fait, proposent et sont particulièrement bien adaptées à ces contextes incertains. Elles sont basées sur des pratiques, des principes et des outils qui sont bien adaptés à la conduite de projets en période incertaine pour être plus flexibles et plus résilients. Donc, c'est le premier bénéfice. Le second bénéfice, c'est qu'effectivement, l'agilité est une solution qui va nous permettre de gérer nos contraintes budgétaires, puisque l'agilité nous permet d'engager le juste nécessaire de ressources. Encore une fois, on va formuler, comme Eric l'a très bien dit, des hypothèses de bénéfices et de résultats, de valeurs que l'on va aller chercher. On va faire des tests, puisqu'on est en démarche de test and learn. Ces tests vont nous permettre d'acquérir de la connaissance, de collecter de la data. Et en fonction, on va être en capacité de pivoter éventuellement ou de persévérer. Et ce qui va nous permettre d'engager le juste ce qu'il faut de ressources financières, ce qui nous évite ainsi les erreurs liées au changement de cap et qui nous permet de mieux préserver nos finances. Le troisième bénéfice, Martha?
Le troisième bénéfice, c'est que ça permet également de gérer la demande de qualité et d'efficacité des services publics du grand public, hein, qui, à la maison, utilisent les solutions des GAFAM, des Google, Amazon, Facebook, Microsoft et consorts, et qui veulent avoir la même qualité de service. Or, l'agilité va placer l'usager au cœur de ses attentes. On va effectivement co-construire avec l'usager, on va l'observer, on va partir sur le terrain, on parle de Gamba, hein, pour les agilistes, hein. On sait que cette nécessité d'aller collecter, de voir, d'observer le terrain est important. Et donc, on place l'usager donc au cœur de ses attentions. On va apprendre, tirer des enseignements et surtout collecter de la data qui va nous permettre de tangibiliser nos analyses. Et c'est en se basant sur ces éléments chiffrés que l'on va savoir si on doit effectivement, encore une fois, continuer et persévérer, ou si on doit pivoter, voire stopper les investissements. Et l'agilité est tout à fait différente dans la mesure où on peut dire stop ou encore. Hein, c'est vraiment en termes d'investissement cette capacité qui est tout à fait remarquable. Et enfin, le quatrième bénéfice. Le quatrième bénéfice, Martha. Effectivement, c'est que du coup, pour les collectivités et mairies, en fait, on a la possibilité évidemment de tenir ces objectifs puisqu'on va avoir cette mesure constance. Hein. Constamment, on va analyser ces résultats, regarder là où on en est pour se dire si on avance dans la bonne direction et être encore une fois en capacité d'ajuster sa trajectoire et de remédier aux situations. Et concrètement, ça donne quoi en fait? Alors, de manière synthétique, on va dire, hein, puisqu'on ne peut pas définir tout le process. Alors évidemment, dans la pratique, on a effectivement la chance, hein, grâce à l'UGAP, d'accompagner les acteurs publics dans la mise en place de l'agilisation des acteurs publics, dans la rationalisation des développements et des développements durables. Et je tiens aussi également à dire que l'agilité nous offre une opportunité incroyable qui est de rétablir l'équilibre homme-femme dans la tech, puisque vous le savez, les femmes ne représentent que 17% des travailleurs du secteur de la technologie en France. Or, l'agilité offre des rôles tels que product owner, comme vous l'avez évoqué, architecte d'entreprise, coach évidemment, ce qui permet donc aux femmes de déployer leur talent dans l'agilité. Alors, pour faire court maintenant, mais on va tout de même avoir cette dimension essentielle qui est la dimension RSE. J'aimerais que tu nous en dises quelque chose parce que c'est vraiment un enjeu pour l'ensemble de la sphère publique et elle est ancrée dans l'ADN de toutes les entreprises qui sont là aujourd'hui et de l'UGAP. Alors, l'agilité et RSE sont tout à fait compatibles, hein, puisqu'on va effectivement tout faire pour avoir cette sobriété numérique qui est indispensable. Pour cela, on va effectivement essayer de faire des économies au niveau de la conception, grâce à des architectures modulaires et légères, au niveau de développement, grâce à un code qui sera bien écrit et des outils comme SonarCube qui vont nous permettre d'identifier des codes inutilisés ou des codes dupliqués. Hein, donc, on va avoir cette démarche frugale et on va également avoir la possibilité d'économiser dans la partie hébergement. Et on va s'appuyer sur les 5 R de l'éco-conception. Hein, donc le premier R qui consiste à dire que l'on refuse les fonctionnalités non essentielles. Hein, donc c'est la première règle de l'éco-conception. Le deuxième R qui consiste à effectivement favoriser l'indépendance, la cultiver et donc refuser les dépendances. Le troisième R qui consiste donc à recycler des briques en open source et les équipements. La quatrième règle qui consiste à recycler. Et enfin, la dernière que j'affectionne tout particulièrement, qui consiste à rendre à la terre, ce qui veut dire produire des communs numériques. Et donc, comme on l'a vu, hein, donc, cette démarche d'éco-conception est éminemment frugale. Elle nous permet d'économiser les ressources, d'éviter tout type de gaspillage. Et il faut savoir que l'agilité, en fait, s'applique tant sur des projets informatiques que des projets non informatiques. Et que cela concerne l'AMOA et l'AMOE qui sont au cœur de nos offres GAP. Tout à fait. Et l'UGAP propose par ailleurs une offre dans son catalogue AMOA, une offre d'accompagnement à la conception de services numériques responsables. Donc pour conclure, l'agilité permet donc de s'ancrer dans une démarche plus apprenante, plus résiliente et également plus innovante puisqu'on aura économisé et bien investi ses ressources.
Merci beaucoup, Martha, de cette double approche, à la fois, j'allais dire, collectivité territoriale et dimension RSE. Et là, maintenant, on parle de RSE, on parle d'innovation, et je vais me tourner tout naturellement vers Olivier Jeannot, qui est notre hôte et notre coach de chez Atos. Et la liaison, elle est toute simple. Olivier, on va parler d'innovation. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le développement agile apporte à ces projets d'innovation ? Merci Alice. Oui, l'innovation aujourd'hui n'est plus une option. Comme Martha l'a indiqué, les changements sont importants, urgents. Le secteur public, l'État doit non seulement s'adapter à ces changements par rapport aux dérèglements climatiques, aux crises sanitaires, à tous les enjeux qu'on a cités, mais aussi provoquer ces changements. Nous sommes à l'ère du numérique et ces changements s'accompagnent d'applications numériques. On va utiliser le numérique pour faciliter la vie des usagers. Et c'est là qu'intervient l'agilité, puisque l'agilité, comme tu l'as très bien dit Martha, c'est une méthode de développement logiciel qui permet, par itération, en étant proche des utilisateurs, donc de faire des applications frugales avec des techniques de design thinking, de gestion de produits, pour coller parfaitement aux besoins des usagers. Alors, peux-tu nous préciser, on va rentrer un petit peu maintenant dans une phase un peu plus concrète, quelles sont les étapes, comment faire vivre l'innovation et l'agilité ? Alors effectivement... Et si tu le souhaites, nous illustrer par un cas concret, on ne citera pas de nom aujourd'hui, mais pour nous mettre en situation de comprendre, in fine, comment les choses se passent, puisque c'est un projet qui est en cours actuellement dans ton entreprise. Alors, tout à fait. Les étapes commencent par une observation, parce que la transformation agile, ce n'est pas une méthode à suivre à la lettre. Chaque organisation est différente, les enjeux sont différents. Donc, voilà, il faut bien prendre en compte la maturité de l'organisation, des gens, des enjeux. Et puis après, il y a une phase d'action où on va faire co-construire une roadmap, une feuille de route. Et puis une phase de transition où on va laisser petit à petit la place en trouvant les leaders qui vont suivre et les équipes qui vont suivre cette transformation. Là, je vais faire plutôt un focus sur la partie action. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour réaliser, pour que ça arrive, cette transformation agile ? Je reviens à la définition de l'agilité. Donc, on a parlé de cadre de travail, mais c'est aussi une culture. Donc, c'est une culture et un ensemble de cadres de travail. Et cette culture agile, c'est avant tout celle-là qui va stimuler l'innovation. La culture agile, c'est la culture de l'amélioration continue, c'est la culture de la collaboration, c'est la culture de... On ne va pas blâmer les gens, on va faire que l'erreur est une expérience et on va donner des responsabilités, de l'autonomie aux équipes pour que cette innovation se passe. Tu nous disais, lors de la préparation de ce webinaire, le droit à l'erreur, qui était essentiel dans une approche agile. Oui, le droit à l'erreur, c'est essentiel, parce que si on n'ose rien faire parce qu'on risque d'être blâmé ou de passer en jeu, enfin d'être découragé, on ne peut pas innover. Donc il y a des techniques qui développent cette culture de droit à l'erreur. Par exemple, dans des équipes, on a mis en place le tableau des erreurs et on donne des points aux équipes qui inscrivent une erreur, mais à condition qu'ils marquent en face de l'erreur ce qu'ils ont appris. Évidemment, les erreurs sont faites dans des cadres bien structurés et non pas en production, etc., pour pas qu'il y ait d'impact. Mais on incite comme ça à faire des erreurs. Et un autre mot aussi que tu nous avais partagé, c'était le mot meet-up. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux expliquer là à nos auditeurs ? Oui, alors justement, dans la culture agile, il y a cette culture de l'entreprise apprenante et de la motivation, du développement de la motivation intrinsèque, le plaisir au travail, le plaisir d'améliorer ses connaissances, et de se rencontrer entre experts. Les meet-up, ce sont des lieux où on se rencontre entre experts et l'un va faire un retour d'expérience, va expérimenter un serious game, une conférence, et pour avoir du feedback de ses pairs, et ensuite boire un verre, manger une pizza et discuter dans un cadre très sympathique.
Et ça, c'est à l'extérieur de son organisation. C'est-à-dire qu'on va favoriser la collaboration entre pairs en interne et en externe. D'accord. Est-ce que justement tu peux nous faire part de cette expérience actuelle que tu vis avec un opérateur, sans le citer, mais un opérateur national? Oui, alors là, donc, l'enjeu sur cette mission, c'est de développer rapidement une application performante et à la fois en termes de temps de réponse de l'application, mais aussi en termes de parcours utilisateur. Donc là, on va être axé utilisateur, parcours utilisateur, donc les techniques de gestion de produits. Et pour cela, on ne spécifie pas de la même façon. C'est-à-dire qu'on va transformer un cahier des charges qui est très détaillé, orienté fonction, par des récits utilisateurs. Donc ça, c'est dans la technique de gestion de produits. Et surtout, dans la gestion des équipes, on va remplacer les murs MOE, MOA par des ponts où un représentant métier va faire partie de l'équipe de développement, le product owner. Entre chaque discipline, ceux qui font du design, du codage, des tests, sont dans la même équipe, ce qu'on appelle l'équipe pluridisciplinaire, ce qui est le fondement, la définition d'une équipe agile. C'est ce que l'on disait, on fait tomber les murs et Voilà. On met des passerelles entre les équipes. On essaye d'éviter cette façon de travailler en silo et on met, j'allais dire, les équipes, on les aide à travailler mieux, de manière plus efficace ensemble. Voilà, donc là on gagne en efficacité, on réduit les délais entre les équipes et on favorise l'innovation parce que toutes ces compétences sont ensemble, soit sur un même plateau, soit en virtuel, mais en tout cas communiquent tous les jours ensemble avec des rituels quotidiens, avec des rituels d'amélioration continue, et c'est ça qui favorise l'innovation. Merci beaucoup Olivier. Merci. Donc je me tourne à présent, vers Martin, donc Martin Rigauvin. Martin qui est coach agile, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, et qui travaille chez WinePoint, notre hôte d'aujourd'hui dans ces locaux magnifiques du 16e arrondissement. Alors Martin, avec toi, nous allons regarder l'agile sous un autre angle. Il y a 2 mots-clés, 3 en fait. Le premier mot, c'est le mot frugalité, qui est au cœur de ce que tu vas nous expliquer. Et le deuxième, c'est citizen-centric, on va dire orientation sur le citoyen. Donc, en quoi l'agile, aujourd'hui, permet une approche frugale dans le développement de la transformation numérique ou des projets IT? Le créateur de la méthode Scrum, qui est la méthode agile, la plus... On va peut-être passer au micro. Voilà, on reste hyper agile. Voilà, ça ne fonctionne pas. On rebondit. Je t'en prie. Donc, si jamais, alors... La frugalité, je te donne la parole, Martin. Le créateur de la méthode Scrum, qui est la méthode agile la plus populaire aujourd'hui, avait intitulé son livre « L'art de faire 2 fois le travail en 2 fois moins de temps ». Évidemment, on voit bien que c'est une approche marketing, et pourtant c'est quand même un peu le cas. Les approches agiles, et plus largement les approches de product management, sont des outils qui sont des outils formidables pour pouvoir proposer des services et des outils performants, tout en respectant des cadres budgétaires un peu contraints. En adoptant l'agilité, les organisations publiques vont bénéficier de plusieurs choses, d'une meilleure priorisation, de livraison rapide et régulière, d'une flexibilité accrue et surtout d'une amélioration continue des produits et des services. Comme l'ont déjà souligné Olivier et Martha, l'agilité, ça encourage aussi la collaboration, ça encourage la transparence, ça encourage surtout l'exploitation des ressources déjà existantes. Évidemment, tout ça sont des vecteurs de maîtrise des coûts, sans pour autant en proposant un niveau de service, un niveau d'adaptation aux besoins très élevé. Parce qu'il faut vraiment le dire, aujourd'hui, pour l'ensemble de la sphère publique, les contraintes budgétaires sont au cœur, des difficultés ou des enjeux à relever. Oui, faire plus avec moins, c'est un peu le défi. C'est exactement ça. Comment faire plus avec moins? Dis-nous tout. Faire plus avec moins, c'est le défi effectivement des organisations publiques aujourd'hui, de nombreuses organisations publiques en tout cas. Et ces nouvelles approches qu'on va proposer dans le cadre du marché, qu'ont déjà, Eric on a parlé, le design thinking, elles permettent d'adopter une approche qu'on va appeler citizen-centric, alors citoyen-centrique. Centré citoyen. Centré citoyen.
c'est plus français, merci, Oui. qui place les citoyens, les usagers et les agents au cœur des démarches de co-construction des produits et des services. Les pratiques agiles et les pratiques de product management, elles se proposent un certain nombre d'outils. Et ça, c'est aussi important de le préciser. L'agilité, ça date d'une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on a quand même des outils et des pratiques qui sont vraiment très techniques, qui nécessitent un accompagnement, des spécifiques, des expertises particulières de consultants. Le design thinking, c'est un bon exemple. L'approche persona, on définit des personas pour se mettre en empathie avec Est-ce que les tu peux nous en dire utilisateurs. un petit peu plus sur cette approche persona? L'approche persona, en fait, ça consiste à définir un certain nombre d'utilisateurs types qu'on va décrire au-delà de la simple fiche de poste. On va décrire des comportements, on va lui donner un background, on va lui donner un âge, on va lui donner une situation éventuellement personnelle et surtout un certain nombre de motivateurs. Okay. Qu'est-ce qu'il va aller chercher, de quoi il va avoir besoin, dans quelle situation. Ça va permettre, avec aussi un certain nombre d'ateliers de co-création, d'impliquer directement les citoyens et les usagers dans la conception des services publics. Donc là, il y a le mot que nous avons entendu tout à l'heure avec Éric Tiquet, qui était la co-création. Tu nous le rappelles, les outils tels que les personas sont vraiment au service d'une co-création. C'est ça. Alors ça, c'est un outil qui est un peu emblématique parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Le design thinking, le design sprint, c'est des démarches qui sont un petit peu plus structurées que ça. Effectivement, c'est ce que je vous ai dit, ça reste des démarches assez techniques et le marché de l'UGAP, il vous permet aussi d'avoir ce type d'accompagnement. C'est un accompagnement qui débute dès le début du projet. Et effectivement, on voit là dans un cadre réglementaire tel que l'exemple que tu as donné, on peut se dire, bon, dans un cadre réglementaire, c'est pas comme quand on construit un produit et un service qu'on va penser dès le début. Ça reste quand même des outils qui sont utiles. C'est-à-dire qu'avec un cadre réglementaire, on peut faire une solution simple, moyenne ou compliquée. Et tu nous confirmes que ce cadre et que l'ensemble de ces outils sont adaptables, sont possibles, j'allais dire de bout en bout, pour des offres à la fois AMOA, donc je répète, assistance à maîtrise d'ouvrage, et de la MOE, de l'assistance à maîtrise d'œuvre. L'ensemble de ces éléments sont concernés par les approches que tu viens de nous mentionner? Alors ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, ces approches-là, il faut qu'elles soient prises dès le début du projet et finalement, elles vont accompagner le projet dans la durée. Okay. Alors, on a quand même deux phases un peu distinctes. On a la partie discovery, qu'est-ce qu'on doit faire, comment bien choisir ce qu'on va faire, et la partie delivery, comment bien produire ce qu'on a décidé de faire. Dans les phases de cadrage, on le répète encore, la collaboration, le fait de faire participer dès le début tous les parties prenantes du projet, ça c'est un critère de succès. Les phases de discovery par rapport à un projet classique, elles sont très courtes. Okay, elles ne vont pas avoir le même objectif. On va aller chercher les éléments les plus importants, les plus prioritaires du projet, ce qu'on appelle une approche produit minimum viable. Et en fait, dans cette phase, contrairement à une approche classique, on ne va pas chercher à explorer la totalité des fonctionnalités à produire et d'aller en détail les décrire. On va plutôt réfléchir en termes de problèmes à résoudre. Quel problème on doit résoudre et comment le faire avec une solution minimale qu'on pourra livrer très très vite à l'utilisateur. Ça, c'est plutôt la phase de discovery. Une fois qu'on a un petit peu défini ce lot-là, on passe en phase de delivery. Et les phases de construction, elles permettent, grâce à l'agilité, de livrer rapidement, très rapidement et régulièrement des versions successives des produits et des services. Et finalement, à chaque fois qu'on livre une version d'un produit, c'est l'occasion un petit peu de voir l'impact de ce qu'on a livré, de récupérer un peu de feedback des utilisateurs. D'avoir ce retour d'information. Pas qu'un peu d'ailleurs. Même beaucoup. Même beaucoup. Et là d'en aussi, tenir compte. Exactement. Alors c'est mieux d'en tenir compte. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pareil. Cette exploitation du feedback, c'est quand même relativement technique. Les tests utilisateurs, la compréhension des analytics, des données de navigation, tout ça, en fait, ça donne autant d'opportunités finalement de sélectionner, de choisir. Est-ce qu'on est dans la bonne direction, dans quel cas on continue? Est-ce qu'on ne rencontre pas le succès escompté? Dans ce cas-là, on peut infléchir ce qu'on avait prévu de faire et faire quelque chose de différent. Et puis ça peut aussi pas marcher. On peut aussi décider d'arrêter. Ça, la décision d'arrêter un projet, ça c'est quand on a une vraie maturité de produit. Et ça c'est aussi, pour l'instant, c'est plus l'apanage des scale-up et des startups. Bon, des fois l'arrêt est un peu brutal, mais c'est aussi une preuve de maturité. On peut décider finalement de dire, bon voilà, on est arrivé à un produit qui ne fonctionne pas, on l'arrête. Mais on peut aussi considérer que le produit, il a atteint un bon niveau de maturité, il répond suffisamment correctement aux besoins des utilisateurs, et dans ces cas-là, on arrête le projet,
On dit, voilà, le projet, il a un bon niveau de maturité, le produit, on considère qu'il est terminé. Et ça, c'est important parce que statistiquement, on sait qu'on n'utilise qu'une minorité de fonctionnalités Oui, justement, d'un service. dis-nous, enfin, très brièvement, l'expérience prouve que... L'expérience prouve que, alors je n'ai pas exactement les chiffres en tête et ils évoluent, mais on utilise en gros 40%, 45% des fonctionnalités d'un système. C'est une vérité statistique, bien sûr, mais ça veut dire que quand même, on a un gros gisement d'économie, et ce gisement d'économie, c'est aussi ça qui permet de faire des économies, d'avoir une approche frugale. L'agilité, ça permet aussi d'avoir cette flexibilité. Hein. Et Eric, en fait, je suis content que tu sois là, que tu en aies parlé, parce que finalement, tu dis, on a commencé un projet alors que la réglementation n'était pas totalement écrite. Et ça, le contexte d'évolution réglementaire et d'évolution politique, c'est quand même une grande caractéristique des organisations publiques. Oui. Et finalement, l'agilité et les approches produits, c'est un levier énorme pour pouvoir répondre à ces problématiques-là. Merci beaucoup, Martin. Oui, on va laisser réagir Éric Tiquet. Alors, ce que je te propose, on va rebondir sur Pierre. Pierre, qui est notre coach agile de la société Open. Pierre, qui va aborder à notre angle. Depuis le début de cette présentation, nous essayons de vous montrer avec chacun de nos intervenants une démarche globale, mais avec des focus particuliers. Et là, avec toi, Pierre, j'aimerais qu'on parle bonnes pratiques à mettre en place. Et puis, Pierre va nous aider à défricher un peu quelques acronymes qui existent, comme les mots OKR, SWOT, et puis surtout un mot-clé qui est le mot alignement. Donc, la première question, c'est quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour engager les acteurs dans une démarche agile? Bon, quelque part, je vais dire beaucoup de choses qu'on a déjà évoquées et être complètement inscrit dans tout ce qui s'est dit, puisque l'agilité, c'est vraiment cette capacité à s'adapter au fur et à mesure. C'est peut-être démarrer rapidement sans tout maîtriser, sans tout savoir à l'avance, et de s'adapter vraiment au fur et à mesure. Pour maximiser finalement, pour réussir à aller dans la bonne direction, il est nécessaire de créer un fort alignement entre tous les acteurs. Tout à l'heure, Eric, tu parlais de co-construire, d'être ensemble, côté AMOA, côté AMOE, de faire une équipe. Typiquement, c'est des sujets qui permettent de transmettre les bonnes informations aux équipes pour qu'elles puissent comprendre dans quel objectif elles s'inscrivent et à quoi elles vont contribuer. Ce mot alignement, il est au cœur de la démarche. Oui, complètement. Et justement, pour pouvoir créer cet alignement, comment faire oui, parce on que va avoir de nombreux outils. C'est un mot totem, mais concrètement. Voilà, on a de nombreux outils. Moi, je vais vous en parler que de quelques-uns. On en a beaucoup d'autres, mais par exemple, on a cette matrice SWOT sur les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. C'est un élément intéressant pour partager de manière visuelle, synthétique, pour partager les enjeux et donc comprendre, donner du sens à la vision qu'on va porter ensuite. On part de quelque chose de concret, d'une interprétation de l'environnement, de ce qui se passe, d'où on se trouve, et du coup on peut partager une vraie vision. Quel est l'enjeu? Qu'est-ce qu'on souhaite adresser? Dans quel sens on souhaite aller pour pouvoir créer et répondre à un problème qui a été identifié? Donc là, j'ai parlé de SWOT, de vision. On va peut-être terminer sur la partie OKR. Oui, parce que ce mot, cet acronyme, je ne pense pas que peut-être un certain nombre d'entre vous qui êtes des experts agiles le maîtrisez parfaitement, mais peut-être pas tout notre auditoire. Donc, on va l'expliquer, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Les OKR, Objective Key Results, c'est une pratique qui s'est démocratisée là, récemment, même si elle est assez ancienne, hein, mais quelque part, on en parle beaucoup en ce moment. C'est une pratique qui permet de définir des objectifs qui résultent, donc les objectifs, quel impact on souhaite créer, et d'y associer des mesures tangibles, hein, des choses qui vont nous aider à, déjà dans un premier temps, à vérifier qu'on avance dans la bonne direction, puisque ces mesures, on va pouvoir on va dire, percevoir déjà des choses assez tôt,
et puis vérifier qu'on atteint bien la cible au travers des mesures. Oui, parce que si on met un objectif, c'est justement pour l'atteindre. Tout à fait. Donc voilà, l'OKR, c'est un outil qui nous permet de créer des objectifs sur un temps relativement court. En général, c'est 3 mois, mais ça peut être un peu plus. Voilà. Et ça permet à chacun de savoir comment il peut contribuer, quelles initiatives éventuellement on peut lever pour pouvoir justement progresser vers ces objectifs-là. Donc il y a à la fois cet objectif, la notion de temporalité, une temporalité relativement courte, et comment autour de ces objectifs, développer de l'engagement. Parce que ce qui ressort aussi aujourd'hui de tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est que ce ne sont pas que des démarches, des process, c'est de l'humain. Et vraiment, moi je l'ai retenu, ce sont des personnes, c'est engager des équipes. Alors on fait comment pour créer de l'engagement autour de ces objectifs? Pierre, s'il te plaît. Du coup, j'ai déjà évoqué peut-être un levier, le sens. On va parler des motivations intrinsèques, tout simplement. Hein. Qu'est-ce qui crée de l'engagement? C'est quelque part, c'est que chacun individuellement souhaite contribuer et a envie de tous les jours de contribuer à cette atteinte d'objectifs. Et donc le sens est un premier levier important de savoir quel impact on va pouvoir créer, dans quel contexte on travaille pour pouvoir créer de la valeur. Ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, ça va être un certain niveau d'autonomie, c'est être en capacité individuellement d'avoir des leviers pour pouvoir prendre des décisions en fonction de l'information qu'on a localement. Donc de pouvoir avoir un certain levier d'impact, d'action, un champ d'action à son niveau. Et le dernier levier, ça va être l'expertise. Être en capacité tous les jours de développer son expertise et de faire en sorte qu'on contribue au maximum de ce qu'on est capable de faire sur notre expertise, que tous les jours on apprenne. Et on avait parlé d'entreprises apprenantes, oui. de cadres apprenants. Et donc là, ça va être un levier fort si tous les jours ou si très régulièrement je découvre des choses, je grandis au travers de la construction d'un service, par exemple. D'accord. Est-ce que tu peux maintenant nous parler d'un autre aspect qui sont les pratiques de delivery à mettre en œuvre pour les atteindre, ces objectifs? Voilà. Explorons le champ du delivery. Oui, tout à fait. Alors, c'est intéressant de se remettre dans le contexte aussi de l'histoire du logiciel, parce que le logiciel, il y a 40 ou 50 ans, ça n'avait rien à voir. Et c'est pour ça aussi que les phases de construction étaient assez différentes. On avait besoin de beaucoup réfléchir en amont, puisque ça demandait beaucoup d'énergie de construire et de s'assurer que le service était rendu. Aujourd'hui, on a des quantités d'outils, de pratiques qui nous permettent d'aller plus vite et d'être de maximiser le travail sur le besoin et finalement d'aller plus vite à un impact concret. Alors, bien sûr, on va parler d'automatisation. Aujourd'hui, les équipes côté maîtrise d'œuvre, elles ont des outils d'automatisation. Alors, d'automatisation sur du test logiciel, pour s'assurer que quand ça arrive en production, bien, c'est conforme aux exigences qui avaient été exprimées. On va avoir de l'automatisation sur de l'intégration, sur du déploiement, être capable de pouvoir amener un produit rapidement et avec le moins d'efforts possible jusqu'en production. Intégration et déploiement. Donc voilà. Vraiment, ces phases de test à différents degrés. Tout à fait. De construction et de test à différents degrés. On avait parlé de métriques comme Sonar ou autre. Tout ça, c'est complètement automatisé, complètement intégré. Et ça fait qu'assez rapidement, on va pouvoir déployer et amener un service. Peut-être un dernier sujet vas-y, sur les pratiques. Pierre, on a déjà parlé de Meetup, par exemple, et en vrai, voilà, c'est un autre sujet, c'est de s'assurer que les experts qui travaillent dans ces organisations-là, ils collaborent régulièrement ensemble, ils continuent de développer leurs pratiques, ils restent ouverts aussi à ce qui arrive, parce qu'entre il y a 5 ans et aujourd'hui, il y a de nouveaux outils, il y a de nouvelles pratiques, il y a toujours des nouvelles choses à faire. Et donc ça va favoriser le fait de pouvoir délivrer de la valeur rapidement. D'accord. Merci beaucoup, Pierre. Alors, maintenant qu'on a eu cette vision, j'allais dire, des uns et des autres sur différents angles de la démarche de l'agilité pour aider, et je rappelle, on est vraiment là aujourd'hui pour donner des clés,
pour montrer les avantages, les bénéfices d'une transformation numérique avec l'Agile. Je vais redonner la parole à Eric, qui ne l'a pas eu tout à l'heure, puisque le micro est ouvert, je pense. J'aimerais qu'on va prendre un petit peu une ou deux questions qui ont été mises dans le chat, si c'est possible. Et puis sinon, moi, j'avais aussi deux petites questions. Et j'aimerais, avant de conclure, puisqu'on a encore un petit peu de temps, que les uns et les autres, vous réfléchissiez à cela, c'est-à-dire, si je suis aujourd'hui une cliente, une collectivité territoriale, un EPIC, et que je veux initier une démarche agile, eh bien, tout simplement, par quoi je commence? Parce que vraiment, parfois, on se pose cette question aussi simple. Donc, je vous laisse réfléchir, madame, messieurs. Et puis ensuite, est-ce qu'il y a des prérequis? On a parlé tout à l'heure d'une partie logicielle, on a parlé de problèmes, enfin pas de problème, on a parlé de la notion des équipes. Donc voilà, par quoi commencer, petit 1, et 2, est-ce qu'il y a des prérequis? Mais avant, je vais redonner la parole à Eric. Eric, pour que tu nous fasses part de ton retour sur ce qui a été dit précédemment. Oui, je voulais juste apporter une précision, parce que peut-être, enfin, nous sommes dans un cadre régalien où tout est basé sur du droit, donc la loi est souvent un peu en amont, enfin est nécessaire à l'accomplissement de notre action. Donc je voulais juste réagir sur ce point. On a toujours un cadre dans lequel on opère en fait, ou une mission ou une chose comme ça. Donc dans ce cadre-là, ensuite on a entre guillemets la possibilité d'être assez libre dans notre cible, mais il y a toujours un cadre. Donc voilà, c'est juste pour réagir à la petite phrase de tout à l'heure, parce que ça a peut-être fait réagir certains des collègues. Je crois que ce qui est important, c'est, alors je vais utiliser cette métaphore, c'est qu'avant de passer à l'agile, il faut un tout petit peu plus fort. Voilà. Très bien, je tente de parler un peu plus fort. Un point important, je dirais en quelques mots rapides, c'est qu'il va falloir aussi désapprendre un certain nombre pour ceux qui ont déjà travaillé depuis un certain temps dans le numérique. Aujourd'hui, je rappelle, hein, le cloud est un accélérateur. Toutes les pratiques qui ont été citées tout à l'heure, qui sont des accélérateurs techniques et des accélérateurs pour réaliser, en fait, apportent une opportunité pour l'agilité. Et donc, il va falloir désapprendre pour mieux réapprendre à faire justement, à mettre en œuvre ces pratiques. Donc j'ouvre un champ à la discussion aussi sur la formation qui pourrait être abordée à un moment donné. Voilà. Voilà. Alors, merci Eric. Effectivement, j'allais dire apprendre, désapprendre. Et puis ces contraintes, les contraintes légales, réglementaires sont essentielles. Dans le cadre des questions qui nous sont posées dans le chat, il y a un point qui a été mentionné, notamment comment convaincre la gouvernance de nos administrations publiques des valeurs ajoutées, je ne dis pas seulement de là, mais des valeurs ajoutées, de l'agilité et puis de l'urgence. Donc il y a deux éléments dans cette question. Il y a à la fois les valeurs ajoutées et puis l'urgence de la démarche. Alors je laisse la parole à l'un d'entre vous pour peut-être voilà, nous faire part de son feedback sur les valeurs ajoutées et l'urgence d'y répondre aujourd'hui. En gros, pourquoi l'agile ici et maintenant? Juste, je vous invite à consulter la décision qu'a pris le Premier ministre, qui a été repris récemment, qu'on appelle l'approche cloud au centre, qui met justement l'agilité au cœur de la construction des futurs services numériques. Voilà, déjà pour donner le cadre. Merci beaucoup, Eric. Et je vois que Martin a un mot à... Merci. En fait, pour initier une transformation, il faut toujours une motivation. Donc ça, c'est quand même un élément important. Aujourd'hui, effectivement, on a des contraintes budgétaires qui sont présentes dans le service public, qui sont d'ailleurs présentes dans d'autres secteurs. Et en général, ça reste un des facteurs principaux qui pousse une organisation à se transformer. Pour autant, ce n'est pas forcément suffisamment nécessaire. Donc, on a plusieurs possibilités pour commencer à engager une transformation. La première, on a des séminaires spécifiques qu'on organise pour des execs, pour des dirigeants, donc aussi des dirigeants dans le service public, qui permettent un peu... On commence par essayer de convaincre vers le haut. Faire toucher la matière. En fait, on parle beaucoup de Gemba depuis tout à l'heure. Le fait d'aller sur le terrain, d'aller constater, d'aller manipuler, d'aller expérimenter, en fait, on fait ça. Et ça permet quand même déjà de commencer à poser des concepts en tête. Et après, une DSI, au niveau d'une DSI, on sait, ou d'un service numérique, on a déjà en fait des leviers qui permettent de faire des premières expérimentations. Et le fait qu'on ait des expérimentations qui commencent à montrer des vrais résultats concrets et tangibles, ça c'est important en fait de bien, quand on commence une transformation, de bien se dire voilà, on fait cette transformation, on parlait d'OKR tout à l'heure, qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif de cette transformation ou de ce pilote-là? Par là, tu signifies qu'on se base sur de l'existant, on rebondit
sur certaines choses qui fonctionnent aussi, et on s'appuie sur les DSI. S'appuyer sur les DSI, c'est sûr que c'est des méthodes. Aujourd'hui, 95% de nos clients, c'est ce qui est sorti sur le dernier State of Agile, 95% des entreprises qui font partie de cette étude déclarent utiliser l'agilité. Okay, donc ça commence à être quand même quelque chose qui est très répandu. Valoriser ces initiatives au niveau d'une DSI, au niveau d'une administration et d'une organisation publique, ça c'est quand même un bon moyen de commencer à initier ce dialogue. D'accord. Je vois que Pierre a un mot à rajouter. Je t'en prie, vas-y, dis-nous Pierre, partage ton avis aussi. Je voulais juste rebondir sur ce sujet parce que je pense qu'il y a un changement de paradigme en termes de gestion du risque. C'est-à-dire que quand on est sur des méthodes plus anciennes, plus habituelles, on pilote du risque au travers de notre plan, alors qu'aujourd'hui, on va piloter du risque au travers du produit qu'on observe régulièrement. Et ça, en termes de confiance, on parlait de confiance, c'est vrai que c'est un sujet extrêmement important. Ce qui met aussi, effectivement, des attentes importantes sur les équipes qui réalisent. Et donc, c'est pour ça qu'on va développer des pratiques et des choses performantes, en fait, des capacités de performance pour délivrer des choses, des produits rapidement. D'accord, donc là on a bien ces deux idées, d'une part la rapidité qui est un élément essentiel et d'autre part la notion de performance. Je vois qu'on a une autre question qui nous est posée sur le chat, notamment pour atteindre vos niveaux de qualité, ces niveaux de qualité attendus. Mettez-vous en place des pratiques craft au sein de vos projets. Alors tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une pratique craft, donc on va déjà essayer d'expliquer rapidement. Et puis, justement, cette notion de niveau de qualité attendu. Je vais bien prendre. Alors, on va laisser Olivier répondre à cette question rapidement. En train de mettre en place ces pratiques dans le projet sur lequel je travaille. Alors, craft, donc, en anglais, craftsmanship, c'est l'artisan. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui maîtrise son art du début jusqu'à la fin. C'est un grand couturier qui va prendre les mesures et qui va faire donc là, un logiciel sur mesure et faire de A à Z. Une équipe agile, c'est une équipe qui est plus proche de l'artisanat, donc qui, avec toutes les compétences, peut faire un produit de A à Z, contrairement donc à l'industrialisation où on a des équipes spécialisées. Donc, les pratiques de TDD, c'est Test Driven Développement. Ça va amener énormément de qualité et de gain de temps. Comment ? Au lieu de spécifier avec des phrases qui pourront être plus ou moins interprétées de différentes façons par les équipes, les analystes, qui vont faire des allers-retours avec le métier pour comprendre, ensuite les développeurs qui vont essayer de comprendre ce que ça veut dire, et puis les testeurs, etc. On voit que là, le process commence déjà à non plus être simple, mais à se complexifier. Voilà. Le TDD va être une technique, déjà avec les récits utilisateurs, de formaliser avec une syntaxe clair et compris par tous, en tant qu'usager, je veux, alors ça c'est la user story, je veux accéder à tel service afin de, et l'objectif. D'accord. Et derrière, on va formaliser les tests, étant donné telle situation, quand je fais telle action, j'ai tel résultat, avec des exemples. Et ça, là où on gagne du temps, c'est qu'on le fait avant, en amont, du développement de ce récit utilisateur. Donc on va se mettre dans un état d'esprit de comportement d'usager et on va spécifier par l'exemple. D'accord. Alors, et ça augmentera beaucoup la qualité des résultats. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le résultat de tout ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de la qualité, de la performance. Voilà. D'accord. On va développer plus vite parce qu'il y aura moins d'allers-retours, moins d'ambiguïté et on peut automatiser les tests facilement. Merci beaucoup, Olivier. Alors, puisque nous arrivons, ça passe très vite, cette heure que nous avons eue ensemble, nous arrivons à la fin ou presque de ce webinaire de l'UGAP sur l'agilité pour accompagner les transformations numériques de la fonction publique au sens large, l'ensemble des acteurs. Je vais me retourner maintenant vers la personne qui a ouvert ce webinaire, qui est Eric Sikorski, notamment Eric, qui est le chargé d'affaires P2I, donc c'est-à-dire Prestations intellectuelles informatiques de l'UGAP, et pour lui demander, merci Eric, de nous rappeler quels sont les bénéfices ou les 3 bénéfices du vecteur contractuel UGAP pour appréhender cette agilité dans les meilleures conditions.
Merci Alice. Alors, les bénéfices, on a parlé tout au long de ce webinaire évidemment d'agilité, donc j'aurais tendance à dire que le premier bénéfice, c'est d'essayer d'accélérer la mise en œuvre, la mise sur le marché des applications dont ont besoin la sphère publique pour accélérer sa transformation digitale. Donc de ce fait, nous participons à raccourcir le processus et à faire en sorte que depuis l'expression de besoin jusqu'au démarrage des prestations, nous puissions tout accélérer et faire en sorte qu'en 3 semaines, les projets puissent démarrer. Alors, je pense qu'Éric pourra en parler puisque cette notion de rapidité est essentielle. Absolument. Ça, c'est un premier Donc, point. Premier point essentiel, la rapidité dans la phase de démarrage. Absolument. Deuxième point, c'est évidemment l'efficience de l'ensemble du processus qui nous permet de faire profiter à la sphère publique de coûts optimisés, je vais dire ça comme ça, puisque, encore une fois, nous avons beaucoup de besoins, nous avons beaucoup de titulaires de marché qui nous accompagnent pour délivrer ces prestations. Donc, nous proposons des prestations à coût optimisé. Et puis, je dirais que 2 autres points, c'est d'abord la sécurisation des projets dans le cadre réglementaire, puisque nous affranchissons nos bénéficiaires de cette réglementation. Nous la prenons à notre charge, nous l'avons évacuée pour les bénéficiaires, et donc nous sommes très clairement dans le respect du Code des marchés publics. Et enfin, dernier point, le dernier. Nous avons une équipe d'une dizaine de chargés d'affaires spécialisés donc, en prestations intellectuelles informatiques qui accompagnent encore une fois de bout en bout, c'est-à-dire vraiment du démarrage de l'expression de besoin jusqu'à le service fait en fait du projet et qui sont là au quotidien, donc proches de nos bénéficiaires. Et j'ajouterais sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire que c'est un point essentiel à rappeler ici aussi, et ça sera, je pense, la conclusion de ce webinaire, que l'agilité, comme vous avez pu le comprendre et l'entendre avec toutes les personnes qui m'entourent aujourd'hui, l'agilité c'est aujourd'hui, c'est ici et maintenant. L'agilité est là pour vous aider, quelle que soit la sphère publique, que ce soit une collectivité territoriale, un ministère, comme nous l'avons entendu, un EPIC, un établissement public, parapublic, hospitalier. C'est aujourd'hui et maintenant. C'est une chance pour vous tous. C'est également, j'allais dire, une cible. On a parlé un objectif à atteindre et cela va aider sur l'ensemble du territoire national, avec le vecteur contractuel UGAP, d'atteindre cet objectif. Et pour tout cela, et moi je le tiens à le dire aujourd'hui, eh bien pour tout ça, il y a derrière des personnes, des humains. Il y a l'équipe des chargés d'affaires de l'UGAP, mais il y a également l'équipe des partenaires de l'UGAP qui sont autour de moi, autour de cette table. Et je le répète, il y a Capgemini d'une part, il y a WinePoint, il y a Atos et il y a Open. C'est-à-dire que de bout en bout, depuis l'AMOA, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, jusqu'à l'AMOE, l'assistance à maîtrise d'œuvre, nous sommes tous là pour vous aider, pour vous accompagner, quel que soit votre niveau de maturité, quel que soit votre projet, puisque c'est ce que nous avons entendu aujourd'hui, nous pouvons y aller, vous pouvez y aller, et ce serait la conclusion. N'hésitez plus aujourd'hui, retrouvez-nous, retrouvez l'UGAP sur le site de l'UGAP avec les prestations intellectuelles et informatiques de l'UGAP. Retrouvez aussi l'ensemble des partenaires, et donc je citerai de nouveau Capgemini, WinePoint, Atos et Open. Nous avons eu tous le plaisir d'organiser ce webinaire pour vous aujourd'hui. Nous espérons que vous aurez appris, et en tout cas que vous aurez découvert un certain nombre d'aspects et d'angles sur lesquels vous avez envie de vous projeter. Et tout ce que j'ai envie de dire pour conclure, c'est merci de votre écoute, merci d'avoir été avec nous pendant cette heure. Merci madame, merci messieurs d'avoir préparé ce projet, merci à l'UGAP de l'avoir mis en œuvre, de l'avoir lancé, et je l'espère à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci et bonne journée. Au revoir. Je ne sais pas si on est... Attends, ça c'est encore à l'antenne? Oui, bon, alors puisque... Voilà. Parce que je voyais la lumière allumée, donc je me disais, on est encore à